Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, beaucoup d'émotions. Ce week-end, beaucoup de partages sur le Discord et des partages extrêmement intéressants. On va parler de tout ça dans cette vidéo, on va parler Bitcoin bien évidemment, on va parler crypto total, on va parler de la dominance par rapport au stablecoin et du crypto total des stablecoins. Il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes, qu'est-ce qu'on pourrait potentiellement en attendre, que ce soit sur Bitcoin ou les crypto-actifs préférés. Quelques opportunités pendant tout au long du week-end, donc j'ai fait quelques achats et je vais vous en parler dans cette vidéo. Et on remettra un tout petit peu en perspective, mais peut-être d'un point de vue un tout petit peu différent par rapport à ce choix drastique entre commodities, securities ou toute autre chose. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer, pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, quelques dispositifs de liquidité. On en a parlé ce week-end, quelles coquines ces baleines. Elles sont coquines ces baleines en effet, puisqu'on a eu un espèce de sell-off ici. C'était vendredi dans la nuit, me semble-t-il, on s'est réveillé samedi avec pas mal de carnets d'ordre un tout petit peu rouge, voire extrêmement rouge. On n'est pas allé chercher ces petits closseurs de liquidité. Est-ce que c'est plutôt du spoofing? La question bien évidemment reste ouverte aux alentours des 25 000 $. Bitcoin tient, Bitcoin est résilient, donc que s'est-il passé tout au long du week-end? On va répondre à cette question juste après. Et je le dis peu souvent, mais c'est peut-être dû à ça. On va parler juste après de tout ça. Bon, c'est pas très bullish l'histoire, pourquoi? Parce que quelque chose que je ne voulais pas perdre, nous l'avons perdu. Nous avons donc cassé et craqué cette moyenne mobile en weekly en 200 périodes. Qu'est-ce qui nous maintient? Qu'est-ce qui maintient finalement Bitcoin sur les 25 400, 25 500, 25 800 $? C'est extrêmement simple. Vous allez chercher tout simplement votre moyenne mobile 50 périodes. Ce sont des moyennes mobiles généralement institutionnelles. Vous savez, les MA50, les MA100, plutôt les moyennes mobiles institutionnelles. Et bien, ça maintient actuellement en mensuel sur la moyenne mobile en 50 périodes. C'est clairement ce qui nous maintient actuellement sur Bitcoin. Donc, pour des institutionnels, pour des whales, on parle d'ailleurs de ce week-end depuis les 3 derniers jours d'à peu près 60 000 Bitcoins qui ont été capturés on-chain, directement, par des très gros portefeuilles entre 100 bitcoins et 10 000 bitcoins. On parle de 60 000 bitcoins qui ont été aspirés, capturés. Quels sont les principaux vendeurs de ces bitcoins? Ce sont des holders très court terme. Voilà, donc les fameux derniers arrivés, premiers sortis. Dernier arrivé, premier sorti. Et c'est la plupart des personnes qui ont vendu et les baleines ont aspiré, celles qui sont là un tout petit peu plus longtemps et en tout cas un tout petit peu plus riches. Côté Ethereum, il y a un truc qui est super intéressant côté Ethereum, c'est juste ici. C'est on a ce fameux cross, si vous voulez, ou cette golden cross en weekly. Donc c'est pas une golden cross, puisque les golden cross, c'est des crossements entre la MA50 et la MA200 en daily, uniquement en daily. Donc on appellera ça plutôt un cross de la MA50 et MA200 en weekly, et bah plutôt golden cross. Si certains d'entre nous, avec un N majuscule, pensons que 10 cross égale on va en faire, bah peut-être que golden cross veut dire relancement d'un flux acheteur. La question bien évidemment reste ouverte, on sera extrêmement patient par rapport à ça. C'est aussi important de le rappeler par rapport au crypto total, puisqu'on est bien maintenu sur le crypto total. Je vais parler de tous les crypto total. Ici, crypto total numéro 1. Qu'est-ce qu'on voit actuellement en mensuel? Exactement la même chose, on est complètement maintenu par cette moyenne mobile en 50 périodes en mensuel, juste ici. Si on reprend d'autres total market, on est plutôt en train de le break ici, et total market 3, c'est vraiment pas bullish l'histoire. Bon, qu'est-ce qui s'est passé finalement sur cette nuit entre vendredi et samedi? Pour moi, c'est du market making et purement et simplement du market making. Ce sont probablement des gros échangeurs ou les market makers qui travaillent sur les gros échangeurs ont tout simplement sell market tous leurs tokens qui avaient été plus ou moins listés ou qui pourraient être listés ou qui ont été listés ou qui sont listés par la SEC. Voilà, vous mettez tout ça à peu près dans le même panier et les market makers se sont tout simplement retirés pour aller peut-être apporter des liquidités sur d'autres tokens, sur d'autres actifs, mais leur objectif c'est quand ils se barrent, et ben, généralement ils se barrent avec la caisse ou en tout cas ce qu'ils peuvent en retourner. Derrière on a eu en fait une explosion au niveau du crypto total sur les stablecoins, juste ici, je trouve ça plutôt intéressant de vous en parler, on va le retrouver, voilà, juste ici, boum, on va mettre nos petits gris-gris, tant que le promo arrêté, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas, pardon, on a breaké ce premier arrêt, donc l'objectif, qu'est-ce que c'est potentiellement, c'est d'aller chercher une zone de rechargement de vente court terme par rapport au stablecoin. En attendez-vous à une forte dégradation, si ça venait à se confirmer, sur nos crypto-actifs préférés, et notamment sur Bitcoin et Ethereum, qui ne devraient pas en fait passer entre les mailles du filet. Il faut juste le comprendre comme ça. Certains d'entre vous diront aussi, je reste actuellement en weekly, mais je vais peut-être passer en daily, on le verra peut-être beaucoup mieux. Juste là, une magnifique Apple,
tête, épaule inversée avec break, acceptation daily. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend? C'est de l'accélération, tout simplement. On attendrait potentiellement cette accélération pour aller nous chercher des ratios de 1 pour 1. Donc on va chercher les bottoms, le point bas, on va chercher ici ce premier arrêt par rapport à ce petit breakout avec la petite clôture acceptation. Et là maintenant, on attend l'accélération. Donc peut-être pas une bonne journée encore aujourd'hui. Juste là, dans une zone de rechargement de vente court terme logique. Voilà pour ça. Est-ce qu'on le joue, est-ce qu'on le joue pas? Bon, on va refaire un grand Spielbeat, et après on fera un tout petit peu d'order flow. Bon, on attend quoi les bières? On attend une acceptation en vue d'une accélération. Si vous êtes actuellement vendeur, vous avez eu quelques breakouts et vous avez notamment eu vos breakouts sur le Bitcoin, juste ici, sur la moyenne mobile par exemple, si vous prenez des supports dynamiques, etc., que ce soit Ichimoku Kinkoyo, plutôt neutre ici, mais dans toutes les time frames, daily, 4 heures, horaire, etc., c'est extrêmement baissier sur Ichimoku Kinkoyo. Vous avez donc eu votre acceptation, vous attendez donc à l'accélération pour aller chercher peut-être des objectifs plus bas. Mon premier objectif pour moi, c'est clairement pas les 25 000 $, ce serait potentiellement les 23 900 $. Mais ça fait plusieurs semaines que je vous en parle. Les boules, vous attendez quoi? Tout simplement une réintégration. Voilà, si les bears attendent l'acceptation en vue d'une accélération, les boules, vous attendez tout simplement une réintégration. C'est exactement ce qu'on attend dès lors. Mais cette semaine, ça veut dire que cette semaine, on attend la réintégration. En somme, on veut à minima clôturer au-dessus des 26 500 $ la bougie en weekly pour éventuellement essayer d'encadrer une réintégration, ce qui se transformerait, ce qu'on constaterait tout simplement comme un fake out, ni plus ni moins. On va passer sur une autre charte juste ici. Je pense que je l'avais, cette charte là qu'on avait déjà mis en place, voilà, par rapport à cette espèce de bull flag, voilà, juste ici. Et on a une espèce de falling wedge. Pour l'instant, est-ce que ça tient? On l'a breaké par le bas ici. Si on passe en daily, c'est pas très très bullish l'histoire. Mais bon, peut-être un espèce de fake out qui est en train de se mettre en place. Est-ce que pour autant j'annule ce type de choses? Non, j'annule pas ce type de choses. Si j'annule ce type de choses, c'est qu'on vient à minimum casser les 25 000 $ et qu'on accepte en vue d'une accélération pour aller chercher une moyenne mobile 20 périodes en trimestriel, ici sur les 21 800 $. C'est ici que je me réexposerai sur Bitcoin pour combler les déséquilibres de marché, notamment les gaps CME. En parlant de gaps CME, il y en a qui se sont créés encore aujourd'hui, donc un petit gap CME du mois de juin, juste ici, qui se positionne aux 23 300 $. Dès lors, il y a certains qui parleront ici de dead cat bond, de petits rebonds techniques haussiers pour aller combler le gap, pour éventuellement aller chercher une direction plus basse, donc une continuation baissière. Donc c'est ici qu'on trouvera en fait une forme d'acceptation. Ça veut dire qu'on va chercher le pullback, on comble le gap et on fait une continuation baissière. Donc dès lors, les bears attendront quoi? Ce type de choses et de l'accélération pour aller chercher le premier, puis potentiellement le deuxième gap et un objectif entre guillemets final dans une zone de rechargement d'achat de fonds court terme, voire très court terme entre les 618 et les 686, aller chercher tous les déséquilibres et pourquoi pas peut-être proposer des magnifiques structures juste là pour ne pas remettre en cause la dynamique de fond et le flux de fond qui est actuellement haussier, puisque tant qu'on ne vient pas à travailler sous les 19 600 $, cette structure de fond, ces flux restent haussiers. Donc c'est difficile parce qu'il y a des grandes amplitudes, nous sommes sur des cryptoactifs, ne nous y trompons pas, tout simplement. Maintenant on peut parler de ce qu'attendent les bears, de ce qu'attendent les bears, mais il y a quand même eu des opportunités, puisque les cryptoactifs sur du market making ont très probablement été fortement secoués, et notamment Matic. Et on commence par Matic. Donc j'ai chopé Matic. Donc Matic investissement, je me pose pas trop de questions, je le prends dans une poche de liquidité complètement logique, juste là sur les 0,60, je crois un tout petit peu en dessous sur les autres. Je l'ai fait en buy market, donc je l'ai pris, je sais plus, à 57 ou 58, donc je l'ai partagé dans le Discord des rois du marché. C'est un investissement, les investissements se prennent généralement à l'aveugle. L'objectif d'un investissement, qu'est-ce que c'est? C'est d'être dans le train. Donc j'attendais Matic depuis très longtemps. C'était ici, quand je vous parlais de Matic à 1,50 $, je dis tant pis, si je dois encore attendre que le marché il va faire des nouveaux achats, que sais-je, j'en ai pas la moindre idée. J'attendrai une zone de rechargement d'achat, tout simplement. Les V-bottom étant retestés, ce V-bottom vient d'être retesté. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Potentiellement une consolidation, la réintégration, donc les invalidations potentiellement bear, d'une accélération baissière pour aller chercher les précédents lots, et à ce moment-là, pourquoi pas relancer un magnifique flux acheteur à minimum pour nous donner le 110%. Nous n'y sommes pas, c'est que le début de rien, mais je n'attends pas forcément des structures sur des investissements. Un GAL, c'est exactement pareil, Galaxy, ça fait longtemps que je vous en parle, d'ailleurs c'est un peu dans l'œil du cyclone, puisque c'est clairement un token qui a beaucoup été porté par Binance, et par le launchpad de Binance notamment. Bon, je l'ai pris, en fait, j'avais un pending exécution ici, j'ai pas pris ce pending exécution, finalement je l'ai noté, mais je l'ai pris comme ça s'est tellement accéléré que je l'ai pris en buy market, tout simplement, donc j'ai dit,
je m'en fiche, il n'y a pas d'historique, donc je m'en fiche des structures, etc. là-dessus. Il faut juste comprendre qu'au niveau de Galaxy, l'ICO a été poussé à 1,50 $. J'aurais dû le prendre ici, j'ai pas été malin. Non, je l'ai pas pris parce que bon, c'est juste qu'on avait peut-être d'autres opportunités pardon, à ce moment-là, notamment sur Bitcoin, notamment sur Ethereum. Et puis, c'était pas la joie là-dedans. Bon, en tout cas, ceux qui l'ont pris avaient vraiment pris leurs 110%, donc c'est juste formidable. Bah, moi, j'ai juste attendu que ça revienne chercher les déséquilibres. Ça a pris les déséquilibres, ça a même arraché tout le monde. On a fait une extrême capture de liquidité ici. L'OBV reste complètement croissant. On est en train de diverger assez sévèrement, notamment en weekly. On est toujours dans l'enfoncement de société de survente. Bah, c'est là-dedans que je mets des investissements. Je me pose pas trop de questions. Bah, j'ai juste pris le risque d'acheter moins cher. C'est juste formidable. Mais j'aurais pu l'acheter ici sans aucun problème. Donc j'ai attendu un petit peu. 0,90 juste là. Donc c'est juste formidable. Je suis très content d'avoir du Galaxy. Faites attention de vous faire exposer là-dessus. Encore une fois, c'est de l'investissement. Si je veux mettre 1000 € là-dedans, j'ai mis 250 et j'ai encore 750 $ à investir dans ce token. Et Uniswap aussi, je vous en parle pas mal de Uniswap. Ça fait clairement partie des tokens DeFi qui, pour moi, ont réellement un rôle à jouer dans ce futur et retour de bull market. Donc, investissement de ici sur des lots, tout simplement. Donc, ça a été aussi malmené par rapport à la SEC, etc. On était déjà parti chercher les équilibres de marché. Si ce truc est boule, on n'a pas à faire de nouveaux lots. Bon, bah pour l'instant, ça tente de tenir. Hein. Pourtant, il y a probablement encore des petits gens à aller chercher là-dedans. Voir une zone d'extrême peur. Investissement 2, les investissements 3, investissements 4, s'ils se présentent, seront nécessairement sur des magnifiques structures de marché en W weekly, voire des WM en mensuel. Voilà, juste ici, pour remettre un coup sur du Uniswap. Voilà, mais j'aime beaucoup cette crypto. Donc je prends dans la descente, hein, tout simplement. Ce sont des investissements que je tends à garder pour les prochaines années. Voilà pour moi. Bon, si vous voulez éventuellement assister, peut-être organiser à un magnifique hold-up, ça se passe du côté de BNB. Je l'ai vu passer pas mal de fois sur Twitter tout au long du week-end par rapport à une énorme cluster de liquidation qui se trouve actuellement sur le BNB. Je ne sais plus où est-ce que je l'avais mis ce truc. Voilà, c'est sur Defilama, vous pouvez le retrouver. Je l'ai vu pas mal réfléchi. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'était pas allé sur Defilama. Mais en fait, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe sur Defilama, sauf ce truc-là. Et effectivement, beaucoup l'ont relevé. Hein. D'ailleurs, je l'ai vu passer sur YouTube également, sur du 200 millions de dollars, qui est actuellement en attente de se faire éclater la tronche sur les 218 $. Où est actuellement BNB? On va le regarder tout de suite. C'est assez fulgurant. C'est exactement à 221 $. Donc peut-être à l'heure où je vous parle, il y a une position, ou plusieurs positions longues, une énorme position longue en levier qui devrait se faire éclater d'ici 3 $. Voilà, dans 3 $. Dès lors, il faut juste se poser cette question. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin? Non, ça veut dire que c'est peut-être une excellente opportunité pour celles et ceux qui voulaient ou qui souhaitent s'exposer sur le BNB d'acheter des supports de marché. On est en train de travailler actuellement la moyenne mobile en 200 périodes en weekly. C'est quand même pas rien, c'est un magnifique support. Il tente à venir se faire breaker dans ce début de semaine actuellement, mais il y a une grosse position à aller chercher. Dès lors, ça sert à quoi en fait cette énorme position de 200 millions de $? Pour que des grosses baleines puissent passer de très grandes quantités d'ordre. Voilà, il faut comprendre que les baleines, les whales, ne fonctionnent pas comme le retail. Les baleines ont besoin de beaucoup de liquidités pour faire passer de très grandes quantités d'ordre. Et il semblerait que ces 218 $ ne soient pas une mauvaise entrée. En tout cas pour quelques whales qui voudraient capturer quelques centaines de millions d'euros, ou 200 millions d'euros, à peu près 200 millions de dollars, à une personne qui s'est peut-être un tout petit peu trop exposée en espérant qu'elle soit couverte, que ce soit sur des options, que ce soit sur d'autres outils ou dérivatifs financiers sur les cryptoactifs. Plutôt intéressant à observer, donc j'attends de voir ce qui se passe en réalité sur BNB pour savoir si oui ou non ça va être craqué. L'idée, c'est toujours la même chose, vous me mettez comme ça, hop, une petite alerte, on va chercher les 218, puisque c'est à peu près ce qu'on vient d'observer, voilà, 218 ici, hop, et on va se mettre une petite alerte. Voilà, et puis on regardera ce que ça fait, hein, tout simplement. Non, pardon, je peux le faire comme ça. Je vais le faire comme ça, ajouter une alerte. C'est formidable et c'est créé. Bon, pas plus de choses à dire d'un point de vue technique, on va faire juste un tout petit peu d'order flow. Pour moi, c'est clairement un coup de market making. On est parti liquider grosso modo sur l'ensemble du crypto total en l'espace de 72 heures, près d'1 milliard de liquidation. 1 milliard de liquidation. Donc oui, il y a toujours des catalyseurs, des news catalysantes, la SEC, Gary Gensler, etc. Et on a bien évidemment choisi la nuit entre vendredi et samedi, quand généralement les opérateurs de marché sont en week-end,
pour initier de très grandes quantités d'ordres ici à la vente. Je pense que c'est soit un énorme échangeur, soit un groupe de market makers, tout simplement. Et ça a fait beaucoup liquider les choses. Pour certains, c'est terrible. Pour d'autres, ce sont d'excellentes opportunités. Donc, d'ailleurs, sur pas mal d'actifs financiers, que ce soit sur Atom Cosmos, que ce soit sur Polkadot, que ce soit sur pas mal de cryptos que vous pensez qu'elles seront encore là dans une dizaine d'années. Pour ma part, j'ai fait quelques arbitrages aussi ce week-end. D'ailleurs, Phil de ProIndicator avait parlé d'arbitrage entre Ethereum et Atom Cosmos. J'ai attendu moi la poche de liquidité. J'ai fait un arbitrage à près de 15% de mes Ethers, mais pas lorsqu'il l'a dit, plutôt un tout petit peu plus tard. Et j'ai trouvé son raisonnement très intéressant. Et effectivement, on est en fort discount en fait sur la paire Atom Ethereum. Bon, bah j'ai switch moi là sous les $8 entre quelques pourcentages entre mes Ethers et mes Atom Cosmos. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Non, c'est très spéculatif, c'est très court terme. Et puis on voit si oui ou non, si Atom Cosmos venait à, je sais pas, atteindre 10% de la market cap de Ethereum, je pense que ce serait super intéressant dans les prochaines années. Mais attention, Atom Cosmos a été cité, bien évidemment, dans le rapport de la SEC de 136 pages, me semble-t-il. Tout simplement. Bon, un agenda explosif. Un agenda littéralement explosif tout au long de la semaine. Est-ce que ça va catalyser ou pas des remontadas, des choses comme ça? La volatilité, c'est pour le coup très probable. On aura donc l'IPC, ce sera demain à 14h30. On a actuellement un prévisionnel à 4,1. Honnêtement, on prend une sacrée décote, et ça on l'avait vu avec Trueflation, de 75, toujours en légère dégradation par rapport à l'inflation, ce qui est plutôt positif pour les Américains. Donc il semblerait que Jérôme Powell, son mécanisme de relever et de maintenir des taux relativement hauts, fonctionne jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, ça réduit fortement et ça casse énormément la demande. Donc on verra juste après quelques informations qui sont pertinentes par rapport à ce mécanisme qui a été utilisé par la Fed. Donc on passerait potentiellement de 4,9 à 4,1 et on veut vraiment du 4,1. Si le consensus a décidé 4,1, c'est ce qui actuellement draine, si vous voulez, les marchés traditionnels. Clairement, hein, tout ce qui est Nasdaq, tout ce qui est S&P, donc les grosses GAFAM continuent à se porter, puisque considérés comme des valeurs refuges, un magnifique scénario qu'on nous a vendu post-Covid, ça tombe en fait à relancer un espèce de flux, si vous voulez, malgré qu'on ait pris une sacrée claque derrière la tête, juste après le fort décrochage au niveau du Nasdaq, etc. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, nous aurons mercredi la décision de la Fed. Actuellement, nous sommes sur un plateau. 5,25, 5,25. C'est du 70-30 à peu près. Hein. C'est pas complètement... Voilà, 70-30, 75-25. Généralement, c'est plus marqué. Hein, on est vraiment à 48 heures là au niveau de la décision de la Banque centrale. Généralement, on est plus près des 90-95. Donc, ce qui est très drôle, c'est qu'on a eu à aucun moment une intervention de Jérôme Powell ou de gouverneur de la Fed qui ont parlé pour expliquer qu'on restera sur un plateau, etc. On l'a eu il y a quelques semaines en arrière, mais de façon très précoce, on ne l'a pas eu encore. Donc, peut-être qu'ils attendent... Honnêtement, c'est pas impossible qu'ils attendent les derniers chiffres de l'inflation pour prendre une décision. Mais après, il y a la petite musique qui nous raconte que l'IPC, c'est pas vraiment quelque chose qui est regardé avec un grand intérêt par la Fed, c'est plutôt le PCE Core. Et le PCE Core n'est pas forcément bon. Il n'y a pas eu une marque de décrochage franche. Dès lors, je comprends finalement par constat et par déduction qu'en fait, il y a encore une forme d'incertitude. Et c'est vrai, nous sommes dans une incertitude actuellement sur cette décision de la Fed. Mais bon, Jérôme Powell aurait dit à demi-mot il y a encore quelques jours de cela, donc une trentaine de jours de cela, que peut-être qu'on serait arrivé sur une pause. Hein. Pas forcément permanente, mais une pause. Voilà, tout simplement. Plutôt convaincu que ça devrait rester sur un plateau, et je ne pense pas qu'on remonte les taux à partir du mois de... Enfin, je ne pense pas qu'on fera quoi que ce soit cet été, pour être tout à fait franc avec vous. Je pense qu'on partira tous en vacances, et ils verront ce qu'ils font, tout simplement à partir du mois de septembre. Donc ce sera le 20 septembre 2023, donc je pense qu'on n'aura plus d'augmentation des taux. Est-ce que ça peut être bénéfique ou pas pour le marché? Est-ce que ça peut être bénéfique? Alors c'est bénéfique surtout pour les émotions, pour la psychologie c'est bénéfique, mais ce qu'on attend c'est toujours la même chose. C'est le retour des flux. Voilà, le retour de la liquidité. Et actuellement c'est clairement ce qu'on ne constate pas. Voilà. Donc on ne peut pas attendre de bull market, de retour de tout ce que vous voulez s'il n'y a pas de liquidité. C'est toujours la même chose, c'est que du bon sens. Hein. On attend le pivot de la Fed, le retour de la liquidité et une forme d'optimiste. Actuellement, on est plutôt dans le pessimiste. Les taux continuent à monter jusqu'à preuve du contraire. Hein. Pour l'instant, on n'est pas encore sur un plateau. C'est ce qu'on essaye d'en conclure, si vous voulez, de le constater. Mais actuellement, on est toujours sur une augmentation des taux directeurs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au niveau de la Fed. Et il n'y a pas de retour de liquidité. Donc, les marchés sont en train tout simplement de travailler sur le sentiment. Je finis sur quelques petites news. Je trouvais ça très intéressant de vous en parler. Coinbase, cette donne attribuée par l'agence de notation Moody's devient négative.
Bon, c'est tout bête, hein, c'est juste ça. En fait, ils sont en train de pricer ceci. Mais j'en doute en fait de ça, qu'il y aurait un accord. Le changement de perspective de stable à négative reflète l'ampleur incertaine de l'impact que les charges de la SEC auront le modèle commercial et les flux de trésorerie. En somme, ils pensent qu'ils vont se faire exploser d'une énorme amende folle. C'est pas complètement impossible. Vous savez, les Américains savent faire ça pour tuer des boîtes. Hein, s'il y a des boîtes qui veulent tuer, et ils ont déjà d'ailleurs essayé d'en malmener quelques-unes, en commençant par Total en France notamment, ou BNP Paribas, ou Société Générale, encore une fois, hein, c'était il y a quelques dizaines d'années, par rapport à des amendes records. Alors vrai, pas vrai, bien, pas bien. En fait, si vous regardez ce que les États-Unis infligent à leurs partenaires, par rapport à eux, ce qu'ils infligent à leur propre structure, bah vous allez voir qu'il y a une forme d'injustice. On peut peut-être en parler à demi-mot comme ça, mais c'est pas quelque chose, encore une fois, de nouveau. Hein, c'est pas quelque chose de nouveau, et généralement, ça se finit par des accords. Mais Coinbase devrait logiquement aller jusqu'au bout. En tout cas, c'est ce qu'il nous a expliqué. D'autres petites news qui sont extrêmement intéressantes ici sur Twitter. Non, pardon, c'était quoi que je voulais prendre sur Twitter? Je ne sais plus, je suis perdu. Ouais, là, j'ai juste ici, je crois, voilà, c'est ça. La sénatrice, donc républicaine Lumis, qui explique que on avait déjà réussi à enlever la taxe de 30% sur le minier parce qu'ils sont actuellement à la Chambre. Hein. Donc, c'est les républicains qui ont récupéré la Chambre. Et ils ont réussi à enlever du projet de loi au niveau du plafond de la dette la super taxe, entre guillemets, sur les exploitations minières, notamment d'actifs numériques. Et actuellement, ils travaillent sur un cadre réglementaire qui permettrait aux particuliers et aux entreprises de posséder et d'échanger des actifs numériques en Amérique. Ceci, en réalité, est complètement en dichotomie par rapport à ce que fait Gary Gensler, qui est en train d'outrepasser ses fonctions. Plusieurs sénateurs et plusieurs gouverneurs sont en train de monter au créneau. Que ce soit, très intéressant, des démocrates ou des républicains. Bon, je vais essayer juste de vous redonner, si vous voulez, ma philosophie, qui est encore une fois très personnelle, et c'est pour être juste très clair par rapport à tout ça. Bon, en sachant que Solana, Filecoin, ADA, Atom, Cosmos, et tout ce que vous voulez, hein, toutes ces cryptos-là, tout le monde finalement, tous affirment que nous ne sommes pas des securities. On va revenir par rapport à cette une securities, par rapport à ce qu'est une commodities. Ça, je vous le laisserai franchement aller regarder sur Internet. Vous avez des centaines d'heures de vidéos maintenant qui nous expliquent très bien ça. Et c'est vraiment au cœur de l'actualité. Bon, moi, je vais juste essayer de décortiquer ça et prendre en fait peut-être un chemin un tout petit peu détourné. Vous avez en réalité dans ce clivage, toujours très polarisé, hein, c'est très contemporain en fait, la polarisation de l'état d'esprit et de notre représentation, de la réalité, de la vérité. Vous avez donc la team Securities et vous avez donc la team Commodities. Vous avez dans la team Securities peut-être plutôt des anti-crypto, mais dans la team Commodities, on nous vend qu'il y a plutôt des pro-crypto. Attention à ça, parce que déjà, ça nous met dans une case. On a l'impression que la team Securities sont plutôt des démocrates et que la team Commodities sont plutôt des républicains, ce qui est faux. Ce qui est faux. Donc Securities, SEC, Commodities, CFTC. Et déjà, là, ils ne sont pas d'accord entre eux. S'ils ne sont pas d'accord entre eux, comment on peut en fait leur faire confiance pour décider de ce qui va se passer demain? Ils jouent avec leurs armes, ils sont, je pense, sur la limite de la légalité, mais ça, encore une fois, c'est pas à nous de juger, c'est à un juge de juger à ce moment-là. Et ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'à se cliver et à se paralyser ou par rapport à anti-crypto, pro-crypto, commodities, securities, etc., je pense que ça nous enlève une idée d'une nouvelle classe d'actifs. Donc, je suis partisan de la création prochaine d'une nouvelle classe d'actifs. Mais pourquoi ça ne nous arrange pas? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Parce que je pars du principe, et ça c'est ce qu'on a revu dans le live de vendredi à midi, c'est que si on repart sur un cadre clair, bien délimité, d'une nouvelle classe d'actifs, ça va être long. Ça va être très long. Donc toutes les cryptophiles qui se respectent et qui pensent et qui inspirent à une forme de décrochage haussier, un arrachement haussier de nouveaux plus hauts sur des nouveaux plus hauts sur des nouveaux plus hauts, bah eux ils veulent surtout pas une nouvelle classe d'actifs. Eux ils veulent tout mettre dans la classe Team Commodities. Parce que si en fait on choisit avec un barème en fait simple, peut-être en 5 points ou en 10 points, hein, vous savez, sur ce qui est une security, c'est en 4 points, hein, c'est le test de je sais plus comment il s'appelle là. Oh oui, je crois, en 1946. Donc vous allez reprendre en fait cette définition-là d'une security, ça a 70 ans déjà, il faut peut-être le réformer ce truc-là, mais dans l'idée, c'est aussi des arguments qui sont apportés par Coinbase, par Binance et par certains sénateurs et gouverneurs américains. Donc vous avez en fait cette team-là Commodities pour aller vite.
Ben oui, si on rentre tous ces actifs numériques dans une case, avec peut-être 2-3 petites nuances, bah ça va aller vite en fait. Et vous avez probablement raison, c'est qu'en moins de 6 mois, on devrait en fait avoir un cadre juridique, en tout cas sur lequel s'appuyer. Donc rapidité égale, on le met dans une case. Quelle que soit la team, choisissez votre camp. Mais si vous sortez de cette case-là, dont je fais partie, je sors de cette case-là, et je suis plutôt partisan d'une création d'une nouvelle classe d'actifs dans le prochain mandat du nouveau président américain, à ce moment-là, accrochez vos ceintures, parce que ça n'en est pas prêt d'en voir le jour. La question à savoir, c'est est-ce que oui ou non Gary Gensler va continuer ses allégations, va continuer ses attaques féroces, ciblées, etc., etc. C'est toujours la même chose, puisque ça touche purement le psychique et le psychologique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas les pouvoirs réels en sa possession. La seule chose qu'il peut faire, c'est attenter des procès. Mais on a l'impression, en parlant de procès, qu'ils ont déjà gagné. Non, ils n'ont pas du tout gagné. Jusqu'à preuve du contraire, me semble-t-il, je touche du bois, mais la justice est impartiale et la justice n'est pas dans les rangs du gouvernement. C'est pas vrai. Il faut surtout pas... Enfin, j'espère qu'on est encore dans un monde, entre guillemets, comment on dit ça, c'est impartial. Hein, ils sont libres, en fait, les juges, de décider de mener, enfin, avec impartialité, enfin, tout ce que vous voulez. J'ai plus le mot exact, là, au niveau de la séparation des pouvoirs. Heureusement que c'est pas Joe Biden qui décide de ce qui va se passer. D'ailleurs, il peut plus, de toute manière, il a plus le Congrès, il a plus la Chambre haute, donc faut pas se poser de questions. Je pense qu'il se passera clairement pas grand-chose. Donc ça, c'est ma représentation, je bifurque un peu, mais voilà. C'est juste pour essayer d'exprimer ce champ des possibles. Donc, en effet, d'être dans une team et que ça passe en commodities, c'est plutôt une opportunité très court terme. Mais l'opportunité long terme n'est pas complètement délirante non plus. Pourquoi? Parce que ça va permettre en fait de laisser beaucoup de personnes, et généralement du retail, du mauvais côté de la barrière. Puisque ça va en fait continuer à nous bombarder d'informations. J'agirai sur ce marché uniquement si ça y est, c'est bon, c'est un cadre juridique, etc. Mais pensez bien que les institutionnels, ils vont se trouver ailleurs. Les grosses baleines, les big boys, les institutionnels, elles n'achètent pas sur le sol américain. Hein, là, il y a Crypto.com qui explique qu'ils arrêtent leur transfert, enfin leur vente à des institutionnels. Bah, ok, c'est super, c'est un joli titre, mais allez regarder les volumes, si vous voulez, entre la vente institutionnelle ou OTC, etc. Enfin, j'ose espérer que 90% au niveau des cryptoactifs, ça se fait offshore. J'espère bien que 90% de ces ventes institutionnelles sont offshore et non pas sur le sol américain, etc. Ils sont pas fous, les mecs, il n'y a pas de cadre juridique. Donc ils arrêtent un service, finalement, c'est peut-être le bon dos pour arrêter ce service et pour justifier à leurs actionnaires. Ouais, il faut arrêter ce service parce que non, ça marche peut-être tout simplement pas, quoi. Donc à chaque fois que vous avez une news, il faut vraiment essayer d'aller la chercher et aller la challenger pour savoir mais quel est l'impact réel sur les marchés financiers, tout simplement. Bon, bah voilà, j'ai pas plus de choses à dire, je pense qu'on a fait le tour. La seule petite chose qu'il fallait que vraiment vous montre, c'est ça. Par rapport à toutes ces décisions de la Fed, etc., on pense, et réellement, alors on pense, c'est toujours la même chose, mais la Fed est pieds et poings liés par rapport à cette augmentation des taux. Si elle le garde trop longtemps, on rentrera dans une récession extrêmement forte. Bon, c'est sonné, c'est passé la semaine dernière, on vient de dépasser, hein, donc bravo, les encours de défaut de paiement par rapport à des crédits revolving aux États-Unis par rapport au 2008, à la veille, si vous voulez, du crash financier. Donc on est revenu sur des records d'incidents de paiement aux États-Unis sur la carte de crédit, tout simplement. Donc source Equifax, c'est très récent, cette information. Je regarde cela avec la plus grande attention. Parce que ça, c'est la réalité, tout simplement. C'est aucunement ce qu'on croit, c'est vraiment ce qu'on voit. Là, on le constate. C'est grave. Les Américains n'ont plus une thune. Donc pensez qu'ils vont... pour la plus grande majorité d'entre eux, acheter le dernier iPhone ou potentiellement la super VR Pro, d'ailleurs, qui vient de nous expliquer que c'est un rafraîchissement de 90 Hz. C'est pourquoi ils nous ont pas mis du 120 Hz. Tous les Chinois mettent du 120 Hz, ils mettent du 90 Hz. Ils ont sûrement de très très bonnes raisons. C'est le petit feu en cours. Est-ce qu'il y aura ou pas un impact? Je pense que les impacts sur les valeurs traditionnelles se font sur les années du réel et sur les chiffres, et uniquement sur les chiffres. C'est super important. Sur les cryptoactifs, c'est plutôt de la promesse. Actuellement, on est toujours sur la promesse. On attend juste de belles promesses. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous réinvite à aller faire un petit tour du côté de Swissborg. Il reste encore quelques parrainages. Si vous le souhaitez, hein, je valide 25 $ en CACHB directement sur votre compte pour les nouveaux
inscrits, si vous voulez, du Swissborg. Ça permet de changer. Et là, pour le coup, en parlant de réglementation, d'agrément, d'enregistrement auprès de tous les services, Swissborg a une réelle longueur d'avance, donc c'est pas complètement fou d'y aller. Côté Bybit, toujours pareil, je double le bonus, 25 USDT. Vous en avez 25 sur les contrats futurs, vous l'aurez 25 sur les contrats spot. Je vous en parle encore, mais bientôt, quand la loi sera promulguée sur les influenceurs, puisque Bybit n'est pas enregistré auprès de la SEC, auprès de l'AMF. Pourquoi? Parce que vous avez encore la possibilité de faire du margin, de faire des contrats futurs, de faire des dérivatifs options, etc. À partir du principe que si Bybit devient à être enregistré auprès de l'AMF en France, on n'aura plus accès, nous, Français. Hein, je parle bien des Français, comme la grande partie de la communauté est française, mais on n'aura plus accès à ces outils-là. Dès lors, on pourra aller voir à côté, jeter un œil sur je sais pas moi, Bitget, OKEx, etc. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient très bien régulés et très bien encadrés dans leur pays respectifs. Donc actuellement, Bybit a son siège mondial au Qatar, hein, tout simplement, à Dubaï, me semble-t-il. Je crois que c'est au Qatar. Oui, il me semble que c'est à Dubaï. Ils étaient dans les îles britanniques, mais je crois qu'ils sont allés à Dubaï récemment, enfin, il y a à peu près un an. Donc on veut qu'il y ait quand même une forme de régulation, de vision, de transparence, mais aujourd'hui on est vraiment au début de rien, donc on fait plutôt confiance et bien évidemment on ne s'expose pas et on ne met pas tous nos œufs dans le panier. Donc c'est pas complètement délirant en fait d'avoir un échangeur en plus de Binance, ou en plus de Coinbase, ou en plus de Swissborg, de Bitpanda, ou de d'autres échangeurs que vous utilisez. Personnellement j'en ai 5 et je me débrouille très bien avec ces 5 jusqu'à preuve du contraire. Et ça se passe très bien. Voilà, donc ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Et bien sûr, pas tous les œufs sur les échangeurs, même si ce sont vos échangeurs préférés. C'est toujours la même chose. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc dès lors, je récapitule. En façon très claire, les bears, vous attendez l'acceptation en vue d'attraper l'accélération. Pour les boules, vous attendez quoi? Une réintégration